Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je profite de l'occasion pour dire une fois de plus, bonne année à tous mes chers abonnés et bonne année à tous ceux qui vont s'abonner à la suite de cette vidéo. Donc installez-vous confortablement. Nous allons parler de quoi dans cette vidéo? Nous allons parler de l'actualité internationale. Qu'est-ce qui a marqué l'actualité internationale au cours des 12 derniers mois de 2024? Nous avons déjà fait un tour un peu des pays africains sur la base de leur répartition linguistique. Maintenant, nous allons voir l'actualité internationale en gros. Et en partant des pays les moins connus vers les pays les plus connus. Donc, forcément, l'actualité la plus cruciale va se trouver vers la fin de cette vidéo. Donc, si vous avez compris de quoi nous allons parler et que vous appréciez le contenu, donc mettez-nous déjà des pouces avant qu'on commence, avant qu'on entre dans le vif du sujet. Installez-vous confortablement. Le temps de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification si vous n'êtes pas encore abonné. Si vous êtes déjà abonné, préparez donc les questions sur ou un commentaire sur cette revue de l'actualité internationale. Nous allons commencer cette actualité, et si vous l'avez déjà fait, on entre dans le vif du sujet. Donc, nous allons commencer par l'Asie. On parle généralement très peu de l'actualité géopolitique en Asie. C'est pourquoi la plupart des pays asiatiques ont adopté une culture anglo-saxonne, une culture de business. Ils sont plus orientés vers les activités économiques. Donc, les enjeux de démocratie, de gouvernance les intéressent très peu. Tout est axé sur la politique. Et pour cela, c'est les grandes entreprises ou les grands hommes d'affaires qui font la politique. Et c'est devenu l'apanage de certaines familles même qui sont déjà bien assis sur le plan économique et financier, qui se lancent à faire la politique. Et c'est devenu une affaire de famille. Le cas le plus qui a secoué la société au cours des derniers, c'était le cas de la Corée du Sud, où le président a tenté de décréter une loi martiale pour s'aligner du côté de l'OTAN. Vous savez que c'est un pays qui est encore contrôlé ou dominé essentiellement par les États-Unis. Donc, le président a tenté de pouvoir lancer une loi martiale et prendre le contrôle entier du pays, comme fait en France avec le 43-9. Mais cela n'est pas passé. Et cela a poussé plutôt à sa destitution. Donc voilà le cas de la Corée du Sud. On va voir les autres jours comment cela va se dérouler. Le peuple a tenu ferme et est parti et a maintenu jusqu'à la fin sa pression sur le pouvoir politique pour qu'il démissionne. Et vous savez, dans ces pays, ce sont les grandes compagnies que vous connaissez qui font généralement et défendent les présidents. Donc avec leur appui, ça ne pourra pas manquer de passer. Donc, on va voir un autre pays asiatique dont on parle aussi très peu, c'est les Philippines. Oui, est-ce qu'il y a une population noire aux Philippines? Oui, mais on en parle très peu. Il y a une population noire aux Philippines. Les Philippines n'est pas trop parlé, mais on les appelle, cette population noire, les négritos. C'est les anciennes populations, parce que tous ceux qui sont de couleur claire, avec les cheveux lisses, ne sont arrivés là sur l'île qu'après. Ben, sinon, ils ont trouvé sur l'île une population noire. Cette politique est dominée par l'histoire. Il faut connaître un peu l'histoire des Philippines, c'est un peu important de savoir. Les Philippines, vous allez comprendre beaucoup de noms espagnols, parce que c'était une colonie espagnole. Mais après la guerre avec les États-Unis, l'Espagne a perdu ses dernières colonies, ou du moins les États-Unis ont arraché les dernières colonies. Avec la guerre de Cuba, les États-Unis ont arraché les colonies espagnoles qui leur restaient et ils les ont confisquées pour les acheminer à l'indépendance. Ainsi que les Philippines, pour le cas, sont passés sous le giron des États-Unis qui ont continué la colonisation, mais ils ont gardé essentiellement la culture espagnole avec les noms et avec leur foi catholique. Ouais, c'est un pays qui a une foi catholique assez très poussée. Donc, les Philippines ont une vie politique qui a été dominée par la famille Ferdinand Marcos. Et tout récemment, la famille Marcos est revenue au pouvoir avec l'allié de la fille de l'ancien président, mais ils n'ont pas pu tenir. Donc, c'est une guerre de famille à couteau tranché. Le président a poussé la vice-présidente à démissionner et ces deux familles opposées et ils vont jusqu'à ce que promettent la mort les uns les autres. Donc voilà de ce qui fait l'actualité. Comment est-ce que cela va déboucher à la fin entre ces deux grandes familles qui gèrent la politique aux Philippines? Nous allons en revenir pour en reparler. C'est un pays dont on parle très peu, mais c'est très intéressant de comprendre le cas de la politique aux Philippines parce que maintenant que c'est un pays proche des États-Unis, de la Chine, il faut comprendre ce qui se passe autour des pays qui sont proches de la Chine, s'ils sont aussi menacés dans la mer de Chine ou pas. Donc, en plus à côté de la Chine, on va migrer maintenant un peu près vers l'Europe pour parler du cas de l'Ukraine. Depuis qu'on avait été au début de la guerre d'Ukraine en 2022, on nous a empêché de parler de cette guerre d'Ukraine au point d'être un peu
au point d'être un peu, au point d'être démonétisé ou au point d'être, bon, maintenant qu'on a laissé un peu libre cours parce que, bon, les choses vont dans un sens de l'intro, mais on ne peut pas aller jusqu'à contredire entièrement tout ce qui se passe. C'est devenu officiel que ce pays a coupé le gaz à l'Europe. Donc maintenant, les Occidentaux qui traînaient plutôt qu'il fallait soutenir ces pays dans cette guerre n'ont pas pu tenir. Ils n'ont pas tenu leurs promesses. Et en coupant le gaz à l'Europe, depuis le 1er janvier, c'est officiel, que va devenir l'Europe sans le gaz russe? Que va devenir l'Europe? C'est la question qui va se poser, alors que c'est eux qui soutenaient ces pays dans cette guerre, dans cette confrontation qu'il y avait. Nous allons y revenir pour expliquer le contexte historique, le contexte spatial. C'est de cela que parfois quand je parle de l'expertise, ça peut peut-être gêner certains de mes abonnés. Ben, il est important de comprendre chaque fois le contexte spatial et le contexte historique, dans la dynamique socio-temporelle de chaque situation, géopolitique. Donc, la situation en Europe, la guerre est toujours en Europe. Les Européens sont toujours en guerre. Et cela a poussé ces derniers temps l'écroulement de l'économie européenne entière. Donc, toute l'Europe est en train de sombrer. Ce n'est pas seulement le cas de la France, l'Allemagne est en train de sombrer. Ben, l'Angleterre va encore tenir, le Royaume-Uni va tenir, l'Angleterre, le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne, ils vont encore tenir pendant combien de temps? On ne sait pas, parce qu'ils ont assez de ressources. Il faut tenir compte que ce pays a des colonies comme l'Angleterre, comme le Canada où nous nous trouvons, qui est encore une colonie de l'Angleterre. Donc, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Donc, il y a encore beaucoup de pays qui peuvent assurer donc, le maintien de la Grande-Bretagne, de l'Angleterre, sous supervision encore pour un bon bout de temps. Donc, voilà ce qui fait l'actualité. Ben, comme je disais, c'était vers la fin. Nous allons nous tourner maintenant du côté de l'Amérique, où nous nous trouvons. En Amérique du Nord, l'actualité a été marquée en fin de cette année par l'élection de président Trump. Oui, à qui nous disons bravo. Et nous, nous pouvons lui dire bravo, parce que là, il est en train d'achever son deuxième mandat, donc qui n'avait pas terminé, qui a été écouté, qui a été perturbé. Donc, il revient et il annonce déjà les couleurs. Donc, c'est important qu'on comprenne. Mais quel est l'impact de cette élection sur la politique générale du monde entier et notamment sur les voisins comme le Canada. Le Canada est déjà en train de souffrir énormément. Ça fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de salive sur les prises de position de ce président qui est un peu atypique parce qu'il ne marche pas dans l'oligarchie mondiale telle qu'on le prévoit souvent. Il a souvent des prises de position, mais ce sont des prises de position terre à terre et qui sont plus simplistes. Et ce qui fait agiter les gens ici au Canada, c'est que pour le moment, il a dit qu'il va augmenter les tarifs de douane de 25% sur les produits. Et c'est les premiers ministres des différentes provinces qui sont en train de s'inquiéter de ce que va devenir le Canada avec la hausse de ces tarifs-là. Ben, est-ce que les États-Unis avec Trump vont aller vers leur expansionnisme territorial? Donc, on parlait déjà d'annexer le Canada et pourquoi pas le Groenland pour se rapprocher un peu de la mer, pour contrôler la mer Arctique, les mers arctiques. Donc, voilà ce qui fait l'actualité. Ben, d'un point de vue plus géopolitique, nous allons, quand il va prendre le pouvoir, et c'est au courant de ce mois, qu'il va prendre le pouvoir, il sera effectivement installé, il a déjà annoncé les couleurs, nous allons décrypter au fur et à mesure ce qu'il dit. Parce que le concernant, il y a des choses qui sont dites et qui ne sont pas vraies. Et il y a des choses qui sont vraies, mais qui ne sont pas dites concernant le président Trump. Parce que lui, il a des prises de position qui font parfois, qui ne vont pas dans les droites lignes des médias. Donc, on va essayer de fouiller un peu dans ces milieux religieux, parce qu'il est très religieux, il est très spirituel, il est très religieux, et on va essayer de comprendre comment est-ce qu'il fonctionne par là. Donc, si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, mettez-nous des pouces, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, et laissez-nous un commentaire. Donc, c'est important que chaque fois je rappelle à certaines personnes, ce que je rappelle ici, que j'ai une expertise, à moins que quelqu'un d'autre peut prouver le contraire. Et si vous avez cette capacité à pouvoir évaluer, dites-le moi, ce serait toujours un plaisir qu'on échange. Je vous dis toujours que pour moi, je suis très à l'aise qu'on échange parce que je suis également là pour enseigner. C'est ma profession. Je suis enseignant de profession. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de nous mettre des pouces, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification et de poser des questions s'il en faut. Bonne journée et à tantôt.